Chers élèves, mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette vidéo, on va aborder la leçon des transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens. Donc, c'est une leçon très importante de chimie. Commençons par la situation problème. La fleur hydrangea est considérée parmi les plantes increvables, c'est-à-dire les plantes qui fleurissent toute l'année. Et elle se caractérise également par le changement de sa couleur en fonction du caractère acido-basique du sol. Dans un sol alcalin, ces fleurs sont rouges, comme il est indiqué sur la figure, ou bien sur l'image, et bleues dans un sol acide, et blanches dans un sol neutre. Alors, les questions qui se posent. Quelle est la grandeur responsable de ce changement et comment peut-on la mesurer? Et quelle est la nature des réactions chimiques qui ont eu lieu au niveau du sol? Une transformation chimique est-elle toujours totale? Maintenant, donc, on va aborder un petit rappel sur les réactions acido-basiques dans une solution aqueuse. La solution aqueuse est un mélange homogène obtenu par la dissolution d'une espèce chimique appelée soluté dans l'eau appelée solvant. Prenons quelques exemples. L'équation de la réaction associée à la dissolution du chlorure de sodium solide dans l'eau s'écrit comme ceci. Le NaCl solide se dissocie dans l'eau pour donner bien sûr les ions Na plus aqueux, c'est-à-dire les ions hydratés, plus les ions du chlorure aqueux ou bien les ions du chlorure hydraté. Donc il y a la dissociation bien sûr du cristal du NaCl ainsi que l'hydratation des ions Na plus et Cl-. Il y a aussi l'équation de la réaction associée à la dissolution de l'acide sulfurique liquide dans l'eau. Alors, le H2SO4 liquide, en se dissociant dans l'eau, donne 2H plus aqueux plus SO4 aqueux, c'est-à-dire les ions d'hydrogène, ainsi que les ions des sulfates. Dans ce cas, il y a donc l'ionisation tout d'abord de l'hydrogène et des sulfates, ainsi que la dissociation des molécules, pas bien sûr le cristal, donc c'est une molécule. Et après, il y a la libération bien sûr des ions dans l'eau. Il y a aussi l'équation de la réaction associée à la dissolution du chlorure d'hydrogène gazeux dans l'eau. Alors le HCl aqueux donne le plutôt le HCl gazeux, je voulais dire, donne le H plus aqueux, les ions d'hydrogène, plus les ions du chlorure aqueux. Dans ce cas aussi, il y a bien sûr la rupture de la liaison covalente HCl entre l'atome d'hydrogène et l'atome du chlore, ainsi que l'ionisation des atomes et la création des ions H plus et Cl- après la dissociation de la paire ionique formée, et enfin la libération des ions H plus et Cl- et leur hydratation bien entendu. Alors, ce qu'on peut remarquer, que lorsque la solution aqueuse ou bien une solution en général contient des ions, c'est-à-dire des atomes ou des molécules qui ont perdu ou gagné un électron ou plus, nous disons que c'est une solution ionique. Et puisqu'elle conduit le courant électrique, on dit dans ce cas que c'est une solution électrolytique ou bien c'est un électrolyte. Et dans les solutions aqueuses, on peut bien entendu remplacer le H plus aqueux hydraté par l'ion oxonium H3O+, toujours hydraté. Passons maintenant donc à l'étude bien sûr des acides et des bases.
Alors, il y en a plusieurs théories, donc définissant les acides et les bases selon les différents critères physico-chimiques. Parmi les théories les plus appliquées et les plus répandues en chimie, bien sûr, et surtout dans l'étude des solutions aqueuses, figure la théorie de Brønsted, le grand chimiste danois. Alors, les acides et les bases selon Brønsted. Un acide HA ou pH+, selon Brønsted, est toute espèce chimique capable de libérer le proton H+, au cours d'une transformation chimique. Une base A- ou B, selon toujours Brønsted, est toute espèce chimique capable de capter ou de fixer, on dit, un proton H+ à queue au cours d'une transformation chimique. Dans une telle théorie, donc c'est une théorie plus générale que de ce que vous avez déjà vu au quatrième année ou bien au troisième année collège, que la définition bien sûr classique d'Arrhenius, que chaque acide libère le H+, bien sûr, dans l'eau, et la base libère le H- dans l'eau. Donc, cette définition est plus générale, bien sûr, et permet donc de définir ce qu'on appelle les couples acido-basiques ou bien les couples acide-base. Alors, dans ce cas, l'acide HA ou B, H+, et la base A- et B forment un couple acido-basique ou bien acide-base, noté HA/H- ou bien BH+/B. Si elles sont conjuguées dans ce cas, le couple acido-basique peut être défini par une demi-équation. Donc le HA donne donc dans les deux sens A- et H+, et le BH+ donne dans les deux sens B plus H+. Définissons maintenant un ampholyte, ou bien on l'appelle aussi donc un amphion ou bien un zwitterion. C'est une espèce chimique qui joue le rôle d'acide dans un couple et de base dans un autre couple, bien sûr, selon les conditions expérimentales. Les solutions correspondantes dans ce cas sont les solutions infotères, donc comme les solutions par exemple des acides aminés donc, que vous avez donc étudié en biologie, donc dans les sciences de la vie et la Terre. J'aimerais donc mentionner que la notion d'infolie donc, a été abordée par le chimiste danois Bierum. Prenons comme exemple l'eau. Donc l'eau est considérée comme un infolite car il joue le rôle d'une base dans le couple H3O plus H2O et le rôle d'un acide dans le couple H2O HO-. L'ion hydrogénocarbonate ou bien l'ion bicarbonate est également un infolite car il joue le rôle d'une base dans le couple CO2H2O HCO3- à queue et le rôle d'un acide dans le couple HCO3 à queue CO3 2-. Donc le CO3 2-, c'est l'ion carbonate. Passons maintenant à un exercice d'application qui consiste à compléter bien sûr un tableau. Donc, les couples acido-basiques. Chaque couple, donc, on doit déterminer l'acide et la base conjuguée, ainsi que la demi-équation de la réaction acido-basique. Commençons par le couple bicarbonate-carbonate. Donc, l'acide est HCO3- à queue. La base conjuguée, ou bien sa base conjuguée, est l'ion carbonate CO3 2-. La demi équation de la réaction acido-basique s'écrit comme ceci, HCO3- à queue, donc donne CO3 2- plus H+. C'est une réaction qui peut s'effectuer dans les deux sens. Prenons maintenant donc la demi-équation. C'est donc la dissociation de l'ion ammonium NH4 plus à queue. Donc ça donne l'ammoniac à queue plus H+. Dans ce cas, donc, le couple acido-basique est le NH4 plus NH3. L'acide, c'est l'ion ammonium NH4 plus. La base conjuguée, c'est la molécule d'ammoniac NH3 aqueuse.
Alors maintenant, on a le couple acido-basique oxonium H3O+, O. Donc dans ce cas, l'acide est H3O+, la base conjuguée est l'eau. La dissociation de l'ion H3O+, donne donc la molécule d'eau plus l'ion H+. Donc l'ion H+ peut se fixer bien sûr sur le doublet libre de l'oxygène pour donner bien sûr ou bien pour former l'ion hydroxonium ou bien l'ion oxonium. CO2, H2O, HCO3-, donc l'acide dans ce cas est donc l'acide carbonique CO2, H2O, aqueux, et bien sûr la base conjuguée est l'ion hydrogénocarbonate HCO3-. Le CO2 plus H2O, ça donne HCO3- plus H+. C'est la demi-équation, bien sûr, de la réaction acido-basique. Le H2O, HO- aqueux, donc c'est le couple, bien sûr, acido-basique. L'acide, dans ce cas, est l'eau. Sa base conjuguée est l'ion hydroxyle. Il y a donc l'équation de la demi-réaction, s'écrit comme se suit. H2O, donc, ça donne HO- plus H+. Maintenant, donc, passons aux réactions acido-basiques. Donc, tas de types de réactions peuvent s'effectuer donc en solution aqueuse et peuvent donc se concevoir ou bien peuvent être conçus donc comme des échanges de particules. Parmi ces réactions, il y a les réactions acido-basiques, donc qui peuvent être définies comme un échange de protons entre l'acide HA1 et le couple d'un couple, par exemple HA1 A1- et la base A2- d'un autre couple HA2 A-2 selon l'équation suivante. HA1 plus A2-, ça donne A1- plus HA2. Donc, comme vous voyez, donc, il y a la libération du proton à partir du HA- et sa fixation sur A2-. Donc pour donner A-, donc la base conjuguée de l'acide HA-, et pour donner également l'acide HA2, l'acide conjugué de la base A2-. Donc prenons comme exemple donc, les couples ammonium-ammoniac et eau et hydronium ou bien oxonium eau. L'équation bilan dans ce cas est H3O plus NH3, ça donne H2O plus NH4 plus. C'est-à-dire qu'un acide plus une base, bien sûr, ça doit donner donc de l'eau plus du sel, selon le schéma classique d'Arrhenius, bien sûr. Et dans ce cas, donc, il y a donc un échange de protons entre ces deux couples. Donc, le proton donc, est libéré à partir du H3O+, et il est fixé sur le doublet libre de la molécule NH3 de l'ammoniac pour donner NH4+, l'ion d'hydroxonium, plutôt l'ion d'ammonium, ainsi que la molécule d'eau. Voyons maintenant donc les couples intervenant dans la réaction donc entre deux couples, le bicarbonate ou bien l'hydrogénocarbonate et l'ion carbonate et l'eau et l'hydroxyle. Donc HCO3- aqueux plus HO- aqueux, ça donne CO3- plus H2O. Donc le proton a été libéré de l'hydrogénocarbonate et elle a été fixée bien sûr sur l'ion HO- pour donner l'eau. Et enfin donc l'hydrogénocarbonate donc donne l'ion carbonate CO3- aqueux. Alors maintenant passons au pH d'une solution aqueuse, c'est-à-dire la force bien sûr d'acidité ou bien la force de l'acide et la force de la base. Pour les solutions aqueuses diluées, c'est-à-dire d'une concentration des ions H3O+, inférieure ou égale à 5 fois 10 à la puissance -2 mol par litre,
Le pH d'une solution aqueuse est défini par la fameuse relation qui concrétise l'échelle logarithmique de Søren Peter Lorentz Sørensen, le grand chimiste danois et le grand, bien sûr, biologiste. Cette relation s'écrit comme ceci: le pH égale moins le logarithme décimal de la concentration des ions H3 au plus, ou bien on dit le pH égale moins le cologarithme de la concentration des ions H3 au plus. La concentration, bien sûr, des ions oxonium doit être exprimée en mol par litre. À partir de cette relation et à partir des propriétés mathématiques du logarithme décimal, on peut donc à partir du pH déterminer la concentration des ions oxonium, donc en effectuant donc le calcul ci-dessous. Alors le H3O+ égale, donc on prend donc dans ce cas donc la fonction réciproque du logarithme décimal, donc le H3O+ égale 10 à la puissance moins pH mol par litre. Le pH, bien sûr, d'une solution aqueuse diluée est borné entre le 0 et le 14. Le pH d'une solution neutre égale 7, donc une concentration des ions hydroxonium ou bien des ions oxonium de 10 à la puissance moins 7. Toutes les solutions ayant un pH inférieur à 7, ce sont des solutions acides. Et toutes les solutions ayant un pH supérieur à 7, ce sont bien sûr des solutions basiques. Passons maintenant à l'exercice d'application. Alors, déterminer la valeur du pH des solutions suivantes. Donc, dans 3 cas. Pour le premier cas, la concentration des ions d'oxonium vaut 0,080 mol par mètre cube. Pour le deuxième cas, ou bien pour la deuxième solution, la concentration des ions oxonium vaut 1,00 fois 10 à la puissance moins 5 millimol par litre. Et la dernière solution, H3O plus 3, donc sa concentration est 1,2 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Alors, en vertu de la relation de Sørensen, le pH égale moins le logarithme décimal de H3O+, ou bien le pH égale le cologarithme décimal de la concentration des ions oxonium H3O+. Donc, la première application numérique nous donne le pH 1 égale moins log de 0,080 fois 10 à la puissance moins 3 égale, dans ce cas, moins log de 8 fois 10 à la puissance moins 8 moins fois 10 à la puissance moins 3 égale, bien entendu, donc en vertu des propriétés toujours mathématiques du logarithme décimal, égale donc moins log de 8 plus log de moins 2 plus log de moins 3, c'est-à-dire égal moins, donc on ouvre la parenthèse, 0,9 moins 2 moins 3, c'est-à-dire égal moins 0,9 moins 5, d'où la valeur donc finale du pH est 4,9. Pour le deuxième cas, le calcul s'effectue de la même manière. Donc le pH égale moins log de 1 fois 10 à la puissance moins 5 fois 10 à la puissance moins 3 égale, dans ce cas, moins log de 10 à la puissance 8 égale, bien sûr, 8. Donc la première solution est une solution acide. La deuxième solution est une solution basique. Prenons donc la troisième solution, le pH 3 égale dans ce cas moins log de 1,2 fois 10 à la puissance moins 3 égale moins log de 1,2 plus log de 10 à la puissance moins 3
Alors, par le même procédé de calcul, on trouve 2,922. Donc, il s'agit d'une solution acide. La deuxième question, donc, déterminer la concentration en ion oxonium H3O+, dans les solutions suivantes. Donc, on va donc travailler par le procédé donc inverse. Puisque le pH égale moins log de H3O+, dans ce cas, la concentration des ions oxonium est 10 à la puissance moins pH. Alors, pour la première solution, on écrit H3O plus 1 égale 10 à la puissance moins 8,3 mol par litre. Et pour la deuxième solution, sa concentration en ion H3O plus vaut 10 à la puissance moins 5,02 mol par litre. Le pH, bien sûr, est une grandeur qui est mesurable et il est très utile du fait qu'il permet de déterminer la concentration des ions oxonium ainsi que l'état final d'une réaction chimique. Donc, on peut simplement avoir une indication de la valeur du pH en utilisant le papier pH, donc, qui prend une couleur plus ou moins rougeâtre selon l'acidité de la solution. Et pour être plus précis, on utilise donc un pH mètre. Et celui-ci, donc c'est un millivoltmètre relié à deux électrodes. Une électrode de verre et une électrode de référence. Le millivoltmètre mesure la différence de potentiel entre les deux électrodes et il nous donne une précision au dixième de degré pH près. Donc voilà donc le papier pH indiqué sur la figure, donc le bleu de bromothymol, donc il contient donc ce qu'on appelle les indicateurs colorés du pH. Et voilà bien sûr le pH mètre. Maintenant donc passons à l'étude des transformations chimiques ou bien des réactions chimiques totales et non totales. Commençons par la transformation chimique totale. Alors, lorsqu'en dessous une quantité de matière valant 3,2 fois 10 à la puissance moins 3 mol de chlorure d'hydrogène gazeux dans un volume de 100 ml d'eau distillée, on obtient une solution d'acide chlorhydrique H3O plus aqueux plus Cl-aqueux de concentration 3,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Puis, on émerge l'électrode du pH mètre dans cette solution et on attend que le pH se stabilise à 1,42. Alors, on donne H3O plus H2O, le premier couple acide-base, et le deuxième couple HCl gazeux, Cl-aqueux. Alors, dans ce cas, écrire l'équation de la réaction acide-basique entre le chlorure d'hydrogène et l'eau. Alors, l'équation chimique dans ce cas s'écrit comme ceci. HCl gazeux plus H2O donne Cl- plus H3O+, les tout donc deux ions hydratés et aqueux. La deuxième question, calculer la quantité de matière initiale du chlorure d'hydrogène. Alors, le NiHCl égale C fois V, c'est-à-dire la concentration fois le volume, du fait que la concentration, c'est la densité de la quantité de matière en volume, bien la densité volumique de la quantité de matière. Donc, par application numérique, on prend la concentration donc, de la solution, 3,5 fois 10 à la puissance moins 2, multiplié par le volume de la solution, 100 ml, bien sûr, fois 10 à la puissance moins 3, pour la convertir en litres. Ça donne dans ce cas 3,5 fois 10 à la puissance moins 3 mol, ou bien 3,5 millimol. Alors, la troisième question, donc, on crée le tableau d'avancement de cette réaction ou bien on dresse le tableau d'avancement de cette réaction. Alors, le tableau d'avancement, donc, c'est un tableau qui nous donne un aperçu sur l'état
initial, bien sûr, du système chimique, l'état intermédiaire ou bien l'état en cours de la réaction, ainsi que l'état final. Donc, on écrit tout d'abord l'équation de la réaction. Donc, HCl gazeux plus H2O liquide, ça donne Cl- aqueux plus H3O plus aqueux. Donc, l'état, commençons par l'état initial. Donc, on écrit l'avancement et la quantité de matière en mol. Pour l'état initial, bien sûr, il n'y a pas encore de réaction. Donc, l'avancement est 0. La quantité de matière des réactifs, bien sûr, HCl, égale donc C fois V. Bien sûr, l'eau est en excès, puisqu'il s'agit du solvant. Pour les quantités de matière des produits, doivent être nulles puisqu'il n'y a pas encore de réaction. Pour l'état intermédiaire, bien l'état en cours, l'avancement vaut X. La quantité de matière, bien sûr, doit diminuer d'une quantité de matière égale à la valeur de l'avancement, donc C fois V moins X. Les quantités de matière des réactifs dans ce cas doivent être égales à l'avancement X. Pour l'état final, donc la valeur de l'avancement est l'avancement final. La quantité de matière finale de HCl est CV moins X. Et les quantités de matière finale des produits Cl moins H3O+, sont bien sûr égales à la valeur de l'avancement final. Alors, pour la quatrième question, donc, déterminer la valeur de l'avancement maximal. Alors, l'appareil du pH mètre indique une valeur de 1,45. Alors, la concentration des ions H3O+, vaut 10 à la puissance moins pH. Donc, 10 à la puissance moins 1,45 égale alors dans ce cas 3,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Et d'après le tableau d'avancement, on trouve donc la concentration des ions oxonium égale NF sur V, la concentration finale de H3O+. Donc, c'est la quantité de matière finale des ions H3O+, produit sur le volume de la solution, ou bien c'est l'avancement final sur le volume de la solution. On trouve dans ce cas le H3O+, fois V, ça peut donner la valeur de l'avancement final, égale donc 3,5 fois 10 à la puissance moins 2 fois 0,1, égale dans ce cas 3,5 fois 10 à la puissance moins 3 mol, ou bien 3,5 millimol. La dernière question donc, consiste à déterminer la valeur du pH de la solution et à déduire la valeur de l'avancement final et la comparer à la valeur de l'avancement maximal. Alors, puisque l'eau est en excès, alors le réactif limitant dans ce cas doit être sans doute le HCl gazeux, d'où X maximal doit être égal à la quantité initiale du chlorure d'hydrogène gazeux, c'est-à-dire 3,5 millimol. On remarque dans ce cas que Xmax égale XF, c'est-à-dire l'avancement maximal et l'avancement final sont égaux. Alors on déduit que le HCl gazeux est consommé totalement et on dit que la réaction dans ce cas est totale. Alors remarquons qu'une transformation totale dont leur évolution s'arrête par la disparition totale d'au moins d'un des réactifs du système chimique. Pour une transformation totale, on a toujours la valeur de l'avancement final égale à celle de l'avancement maximal. Passons maintenant à la transformation chimique limitée. Alors, commençons par une activité expérimentale. Dans un bécher, on introduit le volume V1 de 2 ml d'eau distillée et on ajoute un volume V2 d'1 litre d'acide éthanoïque CH3COOH. Après homogénéisation de la solution obtenue, le pH mètre est émergé dans la solution obtenue et on attend que le pH se stabilise à la valeur 3,10. On donne les deux couples
acido-basique de l'acide éthanoïque et de l'éthanoate ainsi que de l'oxonium et l'eau. L'équation de la réaction acido-basique entre l'acide éthanoïque et l'eau est CH3COOH aqueux plus H2O liquide, ça donne CH3COO- aqueux plus H3O plus aqueux. La question 2, donc, calculer la quantité de matière initiale de l'acide éthanoïque. Donc, NiCH3COOH égale bien sûr la masse de l'acide éthanoïque sur la masse molaire égale la densité ou bien la quantité ou bien la masse volumique de l'acide éthanoïque fois V, son volume, égale sa densité par rapport à l'eau fois la masse volumique de l'eau fois son volume, le tout sur la masse molaire. Alors, dans ce cas, on trouve 1,05 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, c'est bien sûr la densité par rapport bien sûr à l'eau, fois la masse volumique de l'eau, 10 à la puissance moins 3, divisé par 60, qui est la masse molaire de l'acide éthanoïque, fois 0,0 fois 0,995, égale dans ce cas 1,75 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Et la question C, dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Alors, l'équation de la réaction s'écrit comme ceci. CH3COOH plus H2O, ça donne CH3COO- plus H3O+. Donc, pour l'état initial, la valeur de l'avancement est 0. Les quantités de matière des réactifs, l'acide éthanoïque est N0, l'eau est en excès. Bien sûr, les quantités de matière des produits sont nulles. La quantité de matière donc, dans l'état intermédiaire de réactif diminue par la valeur X, donc N0 moins X. Et les quantités de matière des produits donc, sont XX, donc les valeurs du taux de la valeur de l'avancement. Pour l'état final, donc l'avancement est XF, la quantité de matière de l'acide éthanoïque est N0 moins XF, les quantités de matière des produits sont égales à la valeur de l'avancement final. Alors, on détermine dans la quatrième question la valeur de l'avancement maximal. Alors, l'appareil du pH mètre indique la valeur 3,2 ou bien 3,10. Alors, la valeur de la concentration d'ion hydronium ou bien oxonium est H3O+, égale moins 10 à la puissance moins pH, égale 10 à la puissance moins pH. Donc, H3O+, égale 10 à la puissance moins 3,10, égale dans ce cas 7,2 fois 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Alors, d'après le tableau d'avancement, on trouve la concentration, bien sûr, finale de H3O+, et NF H3O+, sur V, égale XF, l'avancement final, sur V. Donc, XF, dans ce cas, est H3, le produit de la concentration des ions oxonium fois le volume de la solution, égale dans ce cas 7,2 fois 10 à la puissance moins 4 fois 0,5, égale à peu près 4 fois 10 à la puissance moins 4 mol. On détermine maintenant la valeur du pH de la solution et on déduit la valeur de l'avancement final XF et on la compare avec celle de l'avancement maximal. Et on conclut. Puisque l'eau est en excès, alors le réactif limitant dans ce cas est l'acide éthanoïque, bien entendu, le CH3COOH. D'où donc Xmax égale Ni CH3COOH égale donc 1,75 fois 10 à la puissance moins 2 mol. On remarque dans ce cas que l'avancement final est inférieur ou bien est strictement inférieur à l'avancement maximal. Alors, le CH3COH n'est pas consommé totalement. On dit que la réaction n'est pas totale ou limitée et on dit aussi que la réaction est partielle. Donc, une transformation non totale ou limitée est une transformation dont leur évolution s'arrête sans la disparition totale des réactifs du système chimique. Et pour une transformation limitée, on a toujours la valeur
de l'avancement final est strictement inférieur à la valeur de l'avancement maximal. Définissons maintenant le taux d'avancement final d'une réaction. Alors, le taux d'avancement final, taux d'une réaction chimique est égal au quotient de l'avancement final, XF, et l'avancement final maximal, Xmax, de cette réaction. Et on écrit taux égal XF sur Xmax. Donc, taux, dans ce cas, est une grandeur donc sans unité. Il est situé entre 0 et 1 et peut être exprimé en pourcentage. Étudions maintenant les deux sens de l'évolution d'une transformation chimique. On prépare une solution aqueuse, comme il est indiqué donc, dans l'expérience, de l'acide éthanoïque avec une concentration molaire de 1,0 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Puis on mesure le pH de la solution S et on trouve le pH égal à 3,40. On verse dans les béchets A et B, comme il est indiqué sur la figure, le même volume V0 de la solution S, un volume valant de 20 ml. On ajoute dans le bécher A quelques gouttes de l'acide éthanoïque CH3COH et on remarque que le pH prend la valeur pHA égale 2,6. On ajoute dans le bécher B des cristaux d'éthanoate de sodium, le CH3OHNA, et on remarque que le pH prend la valeur pHB 5,10. Écrire l'équation donc de la réaction acido-basique qui se fait pendant la préparation de la solution. Alors, il y a la dissociation donc de l'acide éthanoïque dans l'eau. Donc, on écrit CH3COH aqueux plus H2O liquide, ça donne l'ion éthanoate CH3COO- plus H3O+. Déterminer le sens de l'évolution du système chimique dans le bécher A. En ajoutant bien sûr quelques gouttes de l'acide éthanoïque pur à la solution S, et on observe une diminution du pH, c'est-à-dire une augmentation de la concentration des ions H3O+. Et puisque le volume de la solution ne change pas, alors l'augmentation de la concentration de H3O+, est due à l'augmentation de la quantité de matière des ions H3O+, formés lors de la transformation chimique. Le système a évolué dans ce cas dans le sens de formation des ions H3O+, c'est-à-dire dans le sens direct de l'équation de la réaction. Et on écrit CH3COH plus H2O, ça donne CH3CO- plus H3O+. Donc le sens direct est des réactifs vers les produits, ou bien du gauche vers la droite. Déterminer le sens de l'évolution du système chimique dans le bécher B. En ajoutant des cristaux d'éthanoate de sodium à la solution S, on observe une augmentation du pH, c'est-à-dire une diminution de la concentration des ions H3O+. Et puisque le volume de la solution ne change pas, alors la diminution de H3O+, est due bien évidemment à la diminution de la quantité de matière des ions H3O+, formés lors de la transformation. Le système chimique a évolué, bien sûr, dans le sens de la disparition des ions H3O+, c'est-à-dire dans le sens indirect de l'équation de la réaction. Donc on écrit dans ce cas CH3CO- plus H3O+, ça donne bien sûr CH3COOH plus l'eau. Donc c'est le sens indirect de la réaction. La dernière question, donc, on compare les deux sens de l'évolution. Alors, par conséquent, la réaction peut se produire dans les deux sens. Et pour cette raison, on la modélise avec l'utilisation du signe donc de deux flèches, comme ceci. On écrit CH3COH plus H2O. Donc, ça donne CH3CO- plus H3O+. Et la réaction peut également s'effectuer dans le sens inverse, donc de la disparition des ions H3O+, et l'apparition, bien sûr, des molécules de l'acide éthanoïque. Alors, on peut donc conclure
qu'au cours de chaque transformation chimique non totale, une réaction se produit dans les deux sens, le sens direct et le sens indirect de l'équation de la réaction. Et on l'exprime par l'équation de la réaction suivante. En général, AA plus BB, ça donne CCDD ou vice-versa. Bien sûr, les A, les B, les C, les D sont les réactifs et les produits. A, B, C, D minuscules sont les coefficients stoichiométriques des réactifs et des produits. Passons maintenant à l'étude de l'état d'équilibre d'un système chimique. À l'état final d'une transformation chimique non nulle limitée, le système chimique cesse de s'évoluer et se caractérise par la présence de tous les réactifs et les produits à des proportions fixes, sans modification de la quantité de matière au niveau macroscopique au cours du temps. Cet état s'appelle l'état d'équilibre dynamique. Concevons maintenant une interprétation donc à l'échelle microscopique de l'état d'équilibre chimique ou bien de l'état d'équilibre dynamique. Considérons un système chimique d'une transformation limitée modélisée par la réaction. A plus B, ça donne C plus D dans les deux sens. Donc, quand vous voyez donc la modélisation sur le schéma. Nous avons dit que l'état d'équilibre dans lequel le système ne présentait plus de modifications, des grandeurs observables, telles que la température, le pH, la couleur, la conductance et ainsi de suite. Mais l'agitation thermique demeure et il est logique de penser que des chocs efficaces se produisent entre A et B, mais aussi entre C et D. À l'équilibre, les deux réactions donc peuvent coexister. A plus B, ça donne C plus D, et C plus D, ça donne A plus B. Il y aura donc autant de A consommés que de A formés. De même pour B, C et D. L'équilibre dans ce cas est dynamique. On arrive à la fin de cette leçon. Nous espérons qu'elle soit donc concise, compréhensible et qu'elle soit à la hauteur de vos attentes. Merci de nous avoir suivis et tâchez de vous abonner dans notre chaîne afin que vous puissiez recevoir toutes les leçons, bien sûr, de la physique chimique du deuxième année baccalauréat. Merci encore une fois et à bientôt.